Nous sommes bien dimanche 27 décembre 2020, donc le dernier dimanche de l'année. Fidèles téléspectateurs de ORTM2, merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, le sommaire. De son apparition au Mali à ce samedi 26 décembre 2020, le coronavirus a fait plus de 6500 cas enregistrés, avec plus de 250 cas de décès. Un bilan provisoire en attendant le changement de comportement, l'arrivée de vaccins et de remèdes contre la maladie. L'année 2020 n'a pas été de tout repos pour notre pays après l'apparition de la maladie à coronavirus. Ensuite est intervenu le mouvement insurrectionnel qui a conduit à la démission du président Ibeka, puis le décès des présidents Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. La triste nouvelle est tombée ce vendredi matin. Soumaïla Cissé est décédé à Paris. Homme politique et désormais ex-chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé était l'un des leaders les plus charismatiques de la scène politique malienne. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition. Voilà pour discuter sur ces différents thèmes importants qui constituent d'ailleurs la rétrospective de l'année 2020. Nous avons avec nous ici le docteur Brema Eli Diko, il est sociologue. Docteur Diko, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé et en plus de lui, nous avons notre grand homme qui est M. Modibo Mao Makalou, il est économiste. Monsieur Makalou, bonsoir. Bonsoir madame. Merci et bienvenue sur le plateau de JT7. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé et comme annoncé tout à l'heure dans le sommaire, l'année 2020 n'a pas été de tout repos pour notre pays et Cela a commencé avec l'apparition de la maladie à coronavirus, le premier cas ayant été enregistré au début de l'année. Après une période, la seconde vague a repris de plus belle avec de nombreux cas de décès. Ascension nous donne plus de détails. Du 1er novembre au 13 décembre, ce qui fait 43 jours pour la deuxième vague, nous avons enregistré jusqu'à 2271 cas et 85 décès. Oui, 85 décès. Tel est le triste bilan de la deuxième vague du SARS-CoV-2 en 43 jours au Mali. Un chiffre alarmant qui inquiète les responsables sanitaires, dont le professeur Soumalo Dao. Ce dernier met un point d'honneur sur les mesures préventives. Quand on dit de garder la distance de 1 mètre, c'est pour que lorsque quelqu'un vous parle, lorsque quelqu'un éternue, lorsque quelqu'un tousse et que des éclaboussures de salive ou de moire sortent, que ces gouttelettes tombent sur le sol et ne vous arrivent pas. Porter le masque en est une chose. Le porter correctement en est une autre. Il y en a, ils portent le masque, mais très fréquemment, ils le touchent. Quand vous oubliez, vous touchez le masque, vous devez appliquer directement les gels sur vos doigts. Parce qu'il se peut que la face qui est exposée à l'air libre ait des virus déjà. Ou très souvent, il y en a qui mettent le masque ici. Les narines sont dehors. Ou le masque sur le menton. C'est encore plus grave, c'est pourquoi il faut appliquer fréquemment les gels sur les mains à chaque fois qu'on touche un objet. Découverte depuis peu, la nouvelle variante de la maladie à coronavirus suscite certaines interrogations. Mais le professeur Dao nous rassure quant à cette nouvelle variante. Tant il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cette variante de source de SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, a été signalé effectivement en Europe, plus précisément en Angleterre. Cette source a varié, mais la variation ne semble pas être inquiétante. Elle est encore mineure. C'est pour dire que ce virus ne se transmet pas beaucoup plus vite par rapport au premier virus. Ce virus ne rend pas plus malade que le premier virus. Ce virus ne résiste pas encore au traitement par rapport au premier virus. Et pour le vaccin aussi, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Covid-19, SARS-CoV-2 ou encore coronavirus. La maladie qui est au cœur de toutes les préoccupations mondiales a fait plus de 1 636 000 morts. Tel était le bilan ce mercredi 23 décembre 2020 à 6 h du matin. Alors, docteur Brema Eli Diko, alors comment lutter efficacement contre cette maladie, connaissant nos pesanteurs sociaux, parce que nous aimons toujours être ensemble en société? Exactement. De toute façon, c'est une maladie qui a mis le monde à l'épreuve. Donc, c'est une épidémie mondiale. Pour une des rares fois, même nos lieux sains
ont été fermés. Le football, que les gens, en tout cas, prisent beaucoup aussi, a été arrêté. Pour lutter contre ça, c'est de sortir du fatalisme, pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui, peu importe nos groupes ethniques, peu importe les continents sur lesquels finalement nous vivons. C'est vrai que nous aimons vivre ensemble, mais si nous aimons les autres, il faut se dire qu'il faudrait contribuer aussi à la santé des autres. Et c'est d'une certaine manière en gardant à l'esprit que c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe notre couleur, qu'on peut contribuer tant soit peu à respecter les gestes barrières. C'est vrai que vivre ensemble, c'est bien, ça permet de consolider les liens sociaux, mais la vie, on ne vit qu'une seule fois. Une fois qu'on a conscience que la vie qu'on peut la perdre rien qu'en étant un peu incivil, il faudrait juste changer de posture. Tout à fait. Monsieur Makalou, est-ce qu'on peut estimer l'impact de la maladie sur nos économies? Oui, vous savez, la Covid-19 est une pandémie. Ça veut dire qu'elle s'est étendue sur plusieurs continents. Ça veut dire pratiquement tous les continents. Plus de 200 pays et territoires ont déjà été affectés par cette pandémie. Maintenant, ce que cela a fait, vous savez, il y a un dicton qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Donc, dans la Covid-19, ce que nos autorités ont quand même dégagé comme stratégie, c'est la stratégie d'abord de prévention. Donc, tout ce que nos autorités sanitaires disent en matière de prévention, des gestes barrières, se laver les mains avec de l'eau et du savon, les gels, les masques, porter les masques en public, sont très, très, très importants. Parce que nous avons un système sanitaire qui est quand même assez faible, parce que à cause du manque d'investissement et puis du manque de ressources en général. Donc, il va falloir aller vers cette prévention d'abord. Parce qu'une fois que vous tombez malade, ça devient très compliqué parce que ça amène des problèmes respiratoires et en réanimation, notre système sanitaire est très faible. Nous n'avons pas assez de respirateurs et ça devient déjà très coûteux pour pouvoir mettre en place un système qui puisse répondre aux besoins de la population qui sera malade. Donc, par rapport au coût social et économique, parce que la pandémie, vous savez, a rompu les chaînes de valeur dans l'ensemble du monde entier. Vous imaginez que quand la pandémie a débuté, on avait estimé qu'au mois de mars 2020, le coût total, le manque à gagner dans le monde, à 3 000 milliards de dollars. C'est à peu près le produit intérieur brut de la France. Mais maintenant, nous sommes à plus de 12 000 milliards de dollars de manque à gagner. Ça, c'est le PIB de la deuxième économie mondiale, la Chine. Wow. Et imaginez qu'un pays comme le Japon, qui est quand même la troisième puissance économique mondiale, a déjà eu un manque à gagner de 3 000 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Tout à fait. Si nous revenons à notre pays lui-même, le Mali, le taux de croissance cette année sera vraiment très affecté. Nous avons déjà eu environ 5% de taux de croissance économique ces 25 dernières années. Mais cette année, nous risquons d'avoir un taux proche de zéro ou négatif. Ce que cela veut dire, ça veut dire que les biens et services produits dans notre pays vont diminuer. Et cela va avoir comme impact que plus d'1 million de Maliens vont être basculés dans la pauvreté. Supplémentaires vont basculer dans la pauvreté. Wow. Parce que et les secteurs des services est durement affectés, et de même que le secteur informel. Et le secteur informel compose 90% de notre secteur privé. Et ce sont des gens qui vivent au jour le jour, donc à cause des gestes barrières et des mesures barrières. Parce qu'en fait, ce n'est pas le virus qui se déplace, ce sont les personnes qui se déplacent avec le virus. Les biens et services. Et donc, quand les biens aussi se déplacent, bon, c'est ce qui fait. Et donc, quand vous respectez ces gestes et mesures barrières, vous amenez l'économie au ralenti, sinon à l'arrêt, et cela affecte encore les couches les plus vulnérables. Tout à fait. Mais est-ce que ces pertes-là peuvent être remontées? Ça va mettre du temps, mais tout est une question de stratégie. Parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau sanitaire, il faut déjà non seulement la prévention, mais la riposte. Mais au sein de cette riposte stratégique, vous avez la relance économique. Parce qu'il faut déjà identifier les personnes qui seront les plus affectées. Et les personnes qui sont les plus affectées sont déjà les personnes les plus vulnérables. Je vous donne deux statistiques assez importantes. Au niveau du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, vous avez environ 71% des personnes qui travaillent dans ce domaine qui sont des femmes, des jeunes femmes.
Et vous avez aussi des jeunes qui composent à 63% cette couche. Et ce sont des jeunes de 19 à 35 ans. Donc, vous allez voir que ces personnes vont être très affectées. Et déjà qu'avec le problème de chômage qui a lieu, c'est l'informel qui nous permet d'avoir cette résistance. Donc, et comme nous avons un système de protection sociale qui est très faible, il y a moins de 5% de la population qui est couverte par cela. Donc, cela va engendrer beaucoup de difficultés au niveau économique et social pour ces couches. Juste, docteur Bourema Elidiko, est-ce que la société malienne peut changer face à cette réalité? Disons qu'elle a commencé à changer. Vous savez, toute culture est dynamique. Comme disait Aimé Césaire, toute civilisation qui n'évolue pas s'étiole. Nous sommes un monde, certes, où les valeurs sociales sont toujours sauvegardées, respectées, mais nous sommes aussi un monde ouvert. À travers les médias, à travers les voyages, il y a beaucoup de Maliens qui sont en migration, il y a au moins 5 millions de Maliens qui vivent à l'étranger. Et à travers tout cela, nous sommes connectés au monde. On se rend compte que nous sommes obligés de changer nos habitudes. C'est pour ça qu'au début, les gens, certains ont développé un peu le comportement de fatalisme. Mais au-delà, c'est que le quotidien est un peu marqué par les difficultés qu'il a évoquées tantôt, qui font que les gens, ils sont obligés de se conformer aux réalités du monde d'aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans un monde interconnecté où il y a beaucoup de virus qui circulent, il n'y a rien de plus sacré que la vie. Les gens se rendent compte de cela et mettent de côté certaines traditions. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, laver ses mains au savon, ce n'était pas forcément quelque chose qui était ancré dans nos habitudes. Mais avec Ebola, ça a commencé. Et maintenant, avec cette pandémie, avec coronavirus, ça devient de plus en plus développé. Maintenant, dans pratiquement toutes les concessions, on voit des kits de lavage de mains. Donc, c'est quelque chose qui commence à faire partie de notre quotidien. Donc, les habitudes évoluent, et fort heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain incivisme qui continue à persévérer, parce que les gens n'y croient pas forcément toujours, mais ou du moins, ils ont souvent d'autres préoccupations. Il a parlé de difficultés économiques, c'est que nous sommes dans une économie aussi beaucoup informelle, où les gens sont obligés de sortir le matin, emprunter les sotramas, aller dans les foires, chercher le gagne-pain quotidien. Mais en dehors de ça, c'est que dans les mosquées, nous aimons nous retrouver à travers les cérémonies, les décès, les baptêmes. Ce sont des activités, ce sont des moments de retrouvailles, des moments de partage importants. Mais malgré tout, quand même, de plus en plus, on voit dans les poches des gens des gels, des petits flacons, on voit des masques que les gens utilisent, et systématiquement, on voit de nouvelles habitudes s'installer. Tout à fait. Voilà, toujours parlant de Mali, je rebondis sur vos derniers propos pour aller vers notre deuxième thème, qui est Mali 2020, une année particulièrement mouvementée. Alors, le coronavirus n'est pas la seule difficulté à laquelle notre pays a fait face. Il y a eu aussi les mouvements insurrectionnels qui ont abouti, à la démission du président Ibeka. Alors, était-il possible de calmer un peu toutes ces personnes qui sont sorties manifester et tout? Même s'il ne faut pas, on ne peut pas refaire l'histoire. Alors, on ne peut pas refaire l'histoire. Disons, ce qui est arrivé le 18 août, c'est à la fois tragique, mais aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui ont commencé notamment à se cristalliser à partir du 5 juin. Donc, un mouvement en est né, un mouvement du 5 juin, Rassemblement de forces patriotiques. Et petit à petit, on a vu le mouvement s'enraciner et s'étendre à d'autres régions et puis à la diaspora. Ce qui se passe, c'est que ces 30 dernières années, il y a eu énormément de difficultés socio-économiques. Donc, les problèmes se sont métastasés au fil du temps, et les élections de mars et avril 2020 ont finalement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, à un moment donné, le débat était très clivé. C'était pour ou contre Ibeka, et c'était même assez difficile. Dès qu'on parlait, on voyait un peu, on essayait de voir votre orientation, est-ce que vous étiez du côté M5. Et donc, le coup d'État, en fait, en soi, pour une démocratie telle que la nôtre, qui était un peu plus respectée à travers le monde et tout. En tout cas, on avait une exemplaire, démocratie exemplaire entre guillemets, quoi. En tout cas, ça c'est la vision qu'on lâchait. Mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de se poser les vraies questions. Nous, les sociologues, on aime bien les conflits. Quand il y a des conflits, c'est l'occasion de se rencontrer, de se parler, de faire le point. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et lorsqu'on arrive à faire le point, on essaie de voir à court terme, à long terme et puis à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les gens? C'était à un moment donné créer ce cadre de discussion avec l'ensemble des forces vives, que ce soit les partis politiques, la société civile, les Maliens de la diaspora, pour faire le diagnostic. Qu'est-ce qui nous a amené à cette crise? À la fois post-électorale, mais la crise de façon générale. Parce que ces mouvements, finalement, arrivent dans un contexte d'insécurité qui occupe plus de 2 tiers du territoire.
Donc, dans un contexte de pandémie. Et aujourd'hui, si les autorités de la transition arrivent à créer un cadre de confiance, un cadre de discussion avec les acteurs, je pense qu'on pourra déterminer ensemble les priorités du moment. Et après, les nouvelles autorités qui vont arriver à l'issue des élections pourront aussi, je pense, initier d'autres réformes qui vont être complétées au fil du temps. Parce que le mal malien est tellement profond qu'on ne saurait, je pense, à travers la transition, résoudre tous les problèmes. Ce serait se tromper, en fait. Justement, parlant de ça, est-ce que, Monsieur Makalou, est-ce que ces manifestations-là, elles ont eu des impacts sur notre économie. Est-ce qu'on peut se relever de ces difficultés-là? Mais vous savez, la liberté d'association, la liberté d'expression sont ancrées dans notre loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Et bon, en réalité, notre processus démocratique a presque 30 ans. Les premières élections pluralistes ayant lieu en juin, le président en tout cas ayant été investi en juin 1992. Je pense que c'est notre processus démocratique qui s'est essoufflé, nous sommes arrivés à un point où il va falloir quand même faire un audit de notre pratique démocratique ces 30 dernières années. J'ai discuté avec quelqu'un qui a été assez influent dans le en tout cas dans l'apport à la démocratie au Mali. Et je lui ai expliqué que, en fait, ce n'est pas les élections qui font la démocratie. Pour moi, l'état de droit, c'est beaucoup plus important. Tout à fait, oui. Mais malheureusement, parce que même les crises post-électorales, si vous n'avez pas d'état de droit, vous n'aurez pas de résolution. Mais en réalité, je pense que dans notre pays, ce que nous avons peut-être oublié de faire et qu'il est encore possible de faire en cette période, c'est de résoudre les problèmes dans leur cause, pas dans leurs effets. Parce que les effets sont des symptômes. Mais quelles sont les causes? Il va falloir remettre en question tout cela. Qu'est-ce que nous avons fait avec notre crédit démocratique ces 30 dernières années? Parce que le Mali était quand même chanté comme un champion de la démocratie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il va falloir que tout le monde se remette en cause. Il ne s'agit pas de pointer pour dire X ou Y est fautif, parce que nous sommes tous responsables, pas tous coupables. Donc il va falloir quand même que nous nous remettions en cause, que nous ayons une discussion franche, mais quand même que ce soit sur la base de l'analyse et des discussions sérieuses et qu'on puisse faire des propositions de sortie de crise qui vont permettre d'avoir un œil sur l'avenir. Oui, mais il y a eu très récemment 2 dialogues qui se sont suivis avec Ibeka. Et est-ce à dire que ces dialogues-là n'ont pas été suffisamment fructueux? Le résultat est là. Vous savez, c'est Maurras qui disait « Toute politique se juge par ses résultats ». Quels sont les résultats de ces dialogues aujourd'hui? Donc, acceptons de nous remettre en cause. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, ou si nous n'avons pas le résultat escompté, acceptons de reprendre. Il n'y a pas de honte à cela. Mais il faut surtout l'inclusivité et la participation dans le processus démocratique. Vous ne pouvez pas prendre vos petits copains, vos cousins, votre grain, et vous réunir et puis discuter des choses et dire que c'est l'ensemble du pays qui a décidé de cela. Ce n'est pas possible. Ça n'ira pas loin. C'est une chimère. Alors, qui pour ce genre de dialogue pour qu'on puisse sortir de l'ornière? Alors, qui pour dialoguer? Disons, dans l'absolu, on dira tout le monde. Mais dans tout le monde aussi, il y a les sachants. C'est-à-dire qu'il y a des analystes dans tous les secteurs. Quand il y a un problème économique, c'est les économistes qu'il faut appeler. Quand il y a un problème social, ce sont les sociologues. Quand il y a un problème sur l'humain, les anthropologues, les psychanalystes, etc. Donc, il faut appeler les experts qui ne sont pas forcément partisans, qui vont poser les diagnostics. Parce qu'il y a des études qui ont été réalisées sur tous les problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux, etc. Tous les problèmes ont été diagnostiqués déjà. L'insécurité dont on parle, par exemple. Nous avons réalisé énormément d'études, à la fois au centre du Mali, dans les régions du Nord. Il y a des think tanks qui ont fait des choses là-dessus. Donc il y a des productions, appelez les experts, au-delà de toute autre appartenance, qui vont, eux, à partir de l'analyse, poser le problème. Parce qu'une fois que le problème est posé, les solutions se présentent. Et après, il y a d'autres personnes qu'il faut appeler pour mettre en fait en œuvre. Donc il faut appeler les experts. Alors il a parlé de la question de l'inclusivité. Vous savez, vous avez parlé du dialogue national. Vous appelez les personnes, ça dépend de qui est appelé et comment les gens ont été identifiés. Il y a des personnes qui ne sont pas les mieux indiquées pour parler au nom d'autres personnes. Et donc quand c'est les mêmes qui viennent vous dire des choses qui vous contentent, vous trouverez certains rapports, mais ce n'est pas un rapport qui est représentatif de la réalité. Tout à fait. Donc vous vous attaquez finalement aux conséquences sans pour autant voir les causes qui ont produit ces conséquences. Donc ce sont les experts qu'il faut appeler.
Maintenant, plus, on va dire les forces civiles, c'est que la société civile, les partis politiques, les Maliens de la diaspora dont on oublie aussi. Alors justement, après la démission du président, il y a eu aussi l'avènement du CNSP qui a réussi à mettre en place un président de la transition en la personne de M. Bandao. Alors, et la mise en place du CNT. Alors, ce CNT-là, avec la feuille de route qui a été tracée pour le CNT, est-ce que vous pensez que le CNT peut mener à bien sa mission? Ben écoutez, à partir du moment, c'est-à-dire nous sommes dans un état d'exception, c'est-à-dire un état transitoire. Nous avons quitté un régime politique et nous allons vers un autre après des élections crédibles, transparentes qui seront organisées courant 2022. Donc vous avez parlé de l'exécutif, ça c'est le président de la transition. Maintenant nous parlons du législatif, c'est-à-dire ceux qui vont élaborer les lois, qui vont édicter les lois et que le gouvernement, en tant qu'exécutif, va appliquer ou exécuter. Ce processus est très important. Comme je l'ai dit, on doit parler d'inclusivité et de participation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'ensemble des couches de la population qui soient représentées. Après la Révolution française, on a parlé de la constituante, etc. Donc, en réalité, cela n'est pas le problème parce que nous sommes dans un état d'exception. Mais il faut que tout ce qui se fait fasse partie d'un grand consensus. C'est Confucius qui disait de la discussion jaillit la lumière. Les problèmes de ce pays, on ne peut pas refonder ce pays si ce n'est pas sur des bases saines. Qu'on se dise la vérité dans ce pays. Ce n'est pas parce que monsieur me plaît ou madame ne me plaît pas que je ne vais pas discuter avec eux. En politique, la politique, c'est l'art de la négociation. Vous devez parler avec tout le monde et on doit se mettre d'accord sur l'essentiel pour que ce pays puisse se retrouver, cette grande nation, cet État-nation puisse se retrouver. Alors le fait que certains partis politiques et certains membres de la société civile ne soient pas d'accord avec la composition, qu'est-ce que le CNT peut faire vraiment pour aboutir, pour déjà poser les jalons de la résolution de la situation que nous vivons aujourd'hui? Bon, vous savez, la transition est une période toujours difficile où il y a souvent les gens ont beaucoup d'attentes. Les gens ont beaucoup d'attentes. C'est difficile que le CNT en soi puisse faire quelque chose. De toute façon, le CNT va recevoir le gouvernement. Donc, le Premier ministre va présenter sa déclaration de politique générale qui prend en fait en compte la feuille de route qui a été validée par les concertations nationales. Et après, le CNT ne fera que faire le suivi des actions du gouvernement et ensuite voter quelques réformes, quelques avant-projets de loi qui vont être soumis. Et on espère que la question de la révision constitutionnelle, par exemple, va être une des questions fondamentales qui va être abordée. Après, il y a la refonte du système électoral. Parce que c'est vrai que la démocratie ne saurait se résumer aux élections, mais la transition, elle, va se terminer par des élections. Il faut que ces élections soient libres, crédibles, transparentes, et cela n'est possible que par vraiment la mise en place d'un organe qui est un organe unique des élections. Depuis la commission d'Abadjawara, c'est ce dont on parle. Et après, il faudrait revoir le fichier électoral, parce que le fichier électoral qu'on a est un fichier qui est discuté par tout le monde, arriver à recenser tout le monde, à faire de nouvelles cartes, etc. Et dans ces cas-là, on peut espérer que le président qui va sortir des urnes sera un président qui sera perçu comme légitime, au-delà de la légalité. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons aller très rapidement. Il y a aussi 2020, ça n'a pas été facile pour le Mali, surtout avec la disparition de nos anciens chefs d'État, Moussa Traoré et général Amadou Toumani Touré. Nous prions pour le repos éternel de leur âme. Mais il y a eu la nouvelle la plus récente et la plus brûlante, c'est le décès de l'honorable Soumaïla Cissé. Et déjà, il est décédé à Paris. L'enfant de Niafounké est décédé à l'âge de 71 ans. Et dès l'annonce de la nouvelle, une de nos équipes de reportage s'est dirigée vers la famille pour prendre le pouls un peu de l'atmosphère. Suivons ensemble. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur les Maliens. Il s'agit de la disparition brutale de Soumaïla Cissé ce vendredi 25 décembre 2020 en France. Revenant à peine d'une captivité qui a duré 6 longs mois, l'enfant de Niafounké s'en est allé à l'âge de 71 ans. Parti en France pour des soins médicaux, le désormais ex-chef de file de l'opposition a rendu l'âme pour sa famille biologique. Personne ne peut aller à l'encontre de la volonté divine. C'est mon frère direct, on se comprenait.
Même du regard, on se comprenait. On n'a pas besoin d'échanger de mots. Ça a été un coup foudroyant pour moi. Ça a été une surprise. La mort n'est pas surprise, mais ça a été brusque, ça a été une surprise générale pour la famille. Mais on remercie Dieu. Tout ce que Dieu fait est bien. Qu'il repose éternellement en paix. Homme politique charismatique, fondateur du parti URD, Soumaïla Cissé était l'un des favoris de la prochaine présidentielle. Ancien ministre et ex-président de l'UEMOA, la disparition de celui que l'on appelait amicalement Soumi Champion est une douleur pour une famille politique qui perd ainsi son guide. Cette perte est une perte immense pour l'URD, immense pour la famille, immense pour le Mali, compte tenu de l'envergure de l'homme, un cadre compétent, engagé, patriote, qui aimait notre pays et qui se battait pour que notre pays s'en sorte. Cette douleur que nous avons aujourd'hui, nous devons la transformer. Il faut que nous allions de l'avant. Le chemin tracé par Soumaïla Cissé, il faut qu'on le suive pour sa mémoire. Avec la disparition de Soumaïla Cissé, c'est toute une nation qui se retrouve une fois de plus dans l'incertitude. Soumi Champion était cette figure emblématique sur laquelle de nombreux Maliens comptaient pour apporter l'impulsion nécessaire dont le pays a besoin. D'ores en paix honorable. Voilà, Monsieur Makalou, déjà vos impressions et aussi à quel point le paysage politique va changer avec la disparition de ce grand homme. C'est un tremblement de terre, c'est un séisme au niveau du landerneau politique parce que M. Cissé, comme vous le savez, est une figure emblématique de la démocratie malienne, ayant été présent depuis les mouvements de contestation contre le régime du général Moussa Traoré, le régime UDPM, jusqu'à l'avènement de la démocratie et aussi ayant participé pendant tout le temps à l'avènement de la démocratie, en dehors de l'intermède où il s'est retrouvé à l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 2004 à 2011. Mais ce que je retiens de lui, c'est que c'est l'un des meilleurs ministres que nous ayons eu dans le Mali indépendant, surtout le ministre des Finances. Il a été un brillant technocrate à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupait les 8 pays qui ont en partage le franc CFA et aussi avec l'un des partis politiques les mieux structurés de ce pays qu'il a bâti de ses propres mains. Je pense que quand même ça va être une perte énorme pour notre pays et notre sous-région et notre continent. Tout à fait. Monsieur Docteur Brahima Elidiko. Bon, en tout cas, paix à son âme, franchement, c'est une perte pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique. Parce que comme disait M. Makalou tout à l'heure, il a servi l'Afrique, notamment l'UEMOA. Parce que je me rappelle, à la fin de son mandat, c'est toutes les chaînes de télé de l'UEMOA qui avaient retransmis en direct la cérémonie de passation. Donc c'était pour montrer, magnifier un peu l'homme. Il a été au second tour à maintes reprises. Son décès m'a rappelé un peu celui de Amadou Gon Coulibaly, c'est-à-dire que c'est des hommes dont beaucoup avaient pensé qu'ils allaient en tout cas quitter les hautes fonctions. Oui. Bon, Dieu en a voulu autrement, tout à fait. C'est ce qu'il fait. Voilà, juste avant de se quitter, nous constatons à la fin de chaque année qu'il y a de nombreux couples qui attendent la fin de l'année pour se marier. Comment peut-on expliquer ce phénomène-là? Est-ce que c'est nous qui nous sommes mariés au milieu de l'année, nos mariages-là ne sont pas bien ou bien il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui se marient à la fin de l'année? Alors, le mariage est une institution sociale. C'est quelque chose qui lie des clans, des familles. De plus en plus, c'est devenu un phénomène de mode. Donc, Amadou et Mariam disaient que dimanche à Bamako, c'était un jour de mariage. Tout à fait. Je pense que tout le monde a souffert des embouteillages à cause de ces mariages. C'est simplement dans l'ordre de la symbolique. Vous savez, 2020, par exemple, a été très difficile. Les gens préfèrent se marier et avoir la dulcinée à côté pour bien fêter la fin de l'année. Donc, on est plutôt dans ça. C'est plutôt de la symbolique. Mais sinon, c'est un phénomène plutôt urbain. Voilà. Ah, d'accord. Sinon, économiquement aussi, ça a un impact, hein, parce qu'il y a ceux qui louent les bâches et les chaises, se frottent bien les mains. Mais il y a deux périodes vraiment très fortes pendant l'année. C'est avant le Ramadan
et aussi en fin d'année. Exactement. Et ce n'est pas sans lien économique et social, comme il l'a dit, parce que c'est l'économie qui fait le social aussi. Donc tout cela se comprend très bien, parce que c'est les festivités, et puis c'est une industrie, c'est une institution, comme il le dit, mais moi je dirais que c'est une industrie. Tout à fait, pour un économiste, c'est une industrie. Oui, parce que c'est toute une chaîne de valeurs. Hein, parce que, voilà, donc, et bon, c'est la joie, c'est l'allégresse, la célébration. Mais les dépenses surtout. Oui, les dépenses, mais bon, on les fait avec plaisir, parce que tout à fait. On gère les conséquences après. Après, tout à fait. Pour la bonne cause. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. J'ai été ravie de vous recevoir, docteur... Modibo Mao. Modibo Mao Makalu, il est économiste, et docteur Brahima Eli Diko, qui est sociologue. Et c'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette édition, la dernière de 2020. Et je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, en 2021, pour un autre numéro. Mais pensez à respecter les mesures barrières qui constituent, entre autres, le lavage régulier des mains au savon, l'utilisation des gels hydroalcooliques, le port régulier des masques, respecter la distanciation comme sur ce plateau. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.